Je m'appelle Marc-Antoine Roche. J'ai 47 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais l'associé gérant de Sim Capital, ici à Paris, dans le quartier de la Défense. Si vous n'avez jamais entendu parler de nous, c'est tout à fait délibéré car nous ne faisons pas de publicité sur des panneaux géants et nous ne sponsorisons pas de régate à Saint-Tropez. Nous agissons dans l'ombre, nous signons des chèques colossaux et nous attendons 2 choses en retour, une gestion intelligente et une décence humaine élémentaire. Le président du conseil d'administration d'Alliance Industrielle Française avait une conception bien différente de la décence. Avant d'expliquer comment une simple poignée de main a détruit tout un conseil d'administration, laissez-moi revenir en arrière pour vous raconter comment je me suis retrouvé dans cette salle de conférence. Sim Capital n'a pas toujours été un géant de la finance. Il y a 15 ans, j'étais juste un cadre de plus dans la trésorerie d'entreprise, travaillant 60 heures par semaine et regardant des dirigeants prendre des décisions qui me donnaient des cauchemars. J'ai passé 10 ans chez Alstom Vaugirard, un groupe industriel de taille moyenne qui fabriquait tout, des composants aéronautiques aux équipements de construction. Mon travail était simple sur le papier et misérable en pratique, assurer le financement, veiller à la conformité et empêcher les agences de notation de transformer notre groupe en un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vu de près ce qui arrive quand le capital est traité comme un dû au lieu d'une responsabilité. J'ai vu des banquiers vous sourire en face tout en abaissant discrètement votre note de risque de 2 crans parce que votre PDG ne pouvait s'empêcher de dire n'importe quoi lors des conférences de résultats. J'ai vu des accords s'effondrer parce qu'une personne en position de pouvoir avait décidé que l'humilité était indigne de son rang. J'ai perdu le compte du nombre de refinancements stratégiques qui n'étaient en réalité que des soins intensifs d'urgence pour des entreprises qui saignaient des liquidités parce que leur direction pensait que le respect était facultatif. Mon père m'a appris quelque chose qui est resté gravé en moi bien après sa disparition, il a travaillé toute sa vie dans le bâtiment, participant à la construction des grands ensembles en banlieue parisienne à l'époque où ses projets n'étaient encore que du béton et des rêves. Il me disait souvent, « Fils, l'argent ne change pas les gens, il révèle simplement qui ils étaient depuis le début. » Après une nuit de trop passée à expliquer à des banquiers nerveux pourquoi notre dernière acquisition était logique alors qu'elle ne l'était manifestement pas, j'ai quitté Alstom. J'ai pris ce que je savais sur les structures de capital, le risque, les clauses contractuelles et la façon dont les dirigeants pensent ou ne pensent pas sous pression, et j'ai lancé Sim Capital dans un bureau de 2 pièces au-dessus d'un cabinet comptable du boulevard Haussmann. L'argument de vente était direct, nous signons de gros chèques, nous ne nous mêlons pas de vos opérations quotidiennes, mais le prix de cette liberté est un comportement très spécifique quand cela compte. Ne soyez pas stupide avec l'argent des autres, ne soyez pas cruel avec les gens qui font vivre votre entreprise, et ne traitez pas la responsabilité comme une option facultative. Notre premier fonds provenait d'une poignée d'investisseurs institutionnels qui en avaient assez de voir leurs investissements gâchés par des équipes de direction dont l'ego dépassait l'éthique. Nous étions petits à l'époque, juste moi, un analyste fraîchement diplômé de l'ESSEC et une secrétaire partagée qui travaillait aussi pour l'agence d'assurance du dessous. Mais nous avions quelque chose que la plupart des cabinets n'avaient pas, une ligne rouge très claire sur ce que nous tolérions ou non. Les premières transactions étaient modestes, une injection de 50 millions d'euros par-ci, une facilité de crédit relais de 75 millions par-là, rien qui ne fasse la une des journaux, mais assez pour bâtir une réputation. Nous avions une règle qui rendait les avocats nerveux, chaque engagement incluait ce que nous appelions une clause d'intégrité comportementale. Un langage simple qui stipulait que si la haute direction se livrait à un comportement documenté nuisant matériellement à la réputation de l'entreprise pendant nos négociations, nous pouvions retirer notre capital immédiatement, sans pénalité, sans délai, sans droit de renégociation. Purement et simplement. La plupart des clients la lisaient à peine, leurs avocats la qualifiaient de clause standard, mais j'avais appris à mes dépens que le caractère compte plus que les tableurs Excel. Il y a 3 ans, nous avons failli nous brûler les ailes sur un contrat avec les Aciéries du Nord, un fabricant régional qui avait besoin de 400 millions d'euros pour moderniser ses usines. Leur PDG semblait solide, un ancien officier, un homme direct, de bonnes références. Nous avons fait notre audit, vérifié les chiffres, tout semblait impeccable. 2 jours avant la clôture, une vidéo a fait surface, filmée lors d'une réunion interne avec les employés, le PDG, ivre de ce qu'il croyait être une franchise hors micro, disait à une salle pleine d'ouvriers que quiconque ne pouvait pas suivre les nouveaux objectifs de productivité n'avait qu'à trouver du travail là où l'on cajole la médiocrité. Le clip est devenu viral dans les cercles industriels et, en une semaine, il était dans chaque négociation syndicale, chaque dossier réglementaire et chaque poche de journaliste. Nous avons quand même conclu cet accord car j'ai laissé mon associé de l'époque me convaincre que ce n'était qu'une question d'image et que les fondamentaux étaient sains.
Il avait tort. En 6 mois, les aciéries du Nord faisaient face à des grèves perlées, à une surveillance réglementaire accrue et à une base de clients qui soudain se posaient des questions sur leur culture d'entreprise. Nous avons fini par récupérer notre argent, mais le mal de crâne n'en valait pas le rendement. C'est là que je me suis promis que cela ne se reproduirait plus. Si je devais engager des centaines de millions derrière une entreprise, j'avais besoin de plus que des bilans propres. J'avais besoin de voir comment les gens au pouvoir se comportaient quand ils pensaient que personne d'important ne les regardait. Alliance industrielle française est entrée dans notre orbite pendant ce que leur conseil d'administration appelait une phase de transformation stratégique, ce qui est le jargon d'entreprise pour dire « nous sommes fauchés et nous avons besoin d'aide rapidement ». Ce n'était pas une mauvaise entreprise, juste une entreprise mal gérée, spécialisée dans la fabrication de défense et les projets d'infrastructure avec de solides contrats avec le ministère des Armées et les régions. Mais leur précédent PDG avait passé 5 ans à faire des acquisitions comme s'il collectionnait des voitures de collection, coûteuses, clinquantes et totalement inutiles. Le poids de la dette les écrasait, ils avaient tout mis en gage 2 fois pour acheter des entreprises qui ne correspondaient pas à leur cœur de métier, comme une start-up de logiciels à Lyon, un petit fabricant aérospatial à Toulouse et une entreprise de construction à Grenoble. Rien de tout cela n'avait de sens stratégique, mais cela présentait bien dans les présentations aux investisseurs. Au moment où ils ont contacté Sim Capital, Alliance Industrielle brûlait 30 millions d'euros par trimestre juste pour le service de la dette, leur ligne de crédit était épuisée. Les fournisseurs exigeaient un paiement à la livraison et l'État faisait du bruit sur la révision de leur statut de contractant en raison de préoccupations de stabilité financière. Ils avaient besoin d'1,7 milliard d'euros, et vite. Les chiffres n'étaient pas catastrophiques une fois passée la frénésie d'acquisition, leur cœur de métier dans la défense était rentable et ils avaient des contrats à long terme. Le problème était la direction, spécifiquement Charles-Henri de Varenne, le président du conseil qui avait entériné aveuglément chaque transaction ayant mené à ce désordre. Charles-Henri venait de la vieille bourgeoisie parisienne, son grand-père avait lancé une exploitation minière dans les années 1920 qui était devenue une petite fortune dans le cuivre et l'immobilier. Charles-Henri avait hérité de la présidence à la mort de son père avec assez d'actions pour contrôler les décisions du conseil. Il n'avait jamais travaillé un seul jour dans l'industrie, n'avait jamais eu à boucler une penny à expliquer à une salle d'investisseurs pourquoi sa dernière stratégie ne fonctionnait pas, mais il aimait le titre. Il aimait être présenté comme le président de l'un des plus grands contractants de défense de France et aimait discourir lors de dîners mondains sur l'importance de la souveraineté industrielle. Ce qu'il n'aimait pas, c'était admettre qu'il avait tort. La première fois que j'ai rencontré Charles-Henri, c'était lors de notre séance d'audit initiale, 6 mois avant la réunion du conseil qui allait tout changer. Il est entré dans notre salle de conférence comme s'il nous faisait une faveur, un costume sur mesure, une montre de collection, le genre de poignée de main qui durait exactement 2 secondes de trop, non pas par amitié, mais parce qu'il voulait s'assurer que vous remarquiez sa Patek Philippe. « Messieurs, dit-il, bien que je sois la seule personne dans la pièce, j'apprécie l'intérêt de Sim Capital pour notre opportunité. » Comme s'il nous offrait la chance d'acheter des actions LVMH dans les années 80. J'ai passé 20 minutes à lui expliquer nos critères d'investissement, nos exigences de gouvernance et nos attentes en matière de transparence. Il hochait la tête au bon moment, posait quelques questions sur le calendrier, semblait impliqué, mais je l'ai surpris à consulter son téléphone 2 fois pendant notre conversation, et quand j'ai mentionné la clause d'intégrité, il l'a balayée d'un revers de main sans la lire. Langage standard, nos avocats s'occuperont des détails, dit-il. Cela aurait dû être mon 2e avertissement. Nous avons passé les 4 mois suivants dans un audit détaillé, les comptes d'Alliance Industrielle étaient un fouillis, mais pas de manière criminelle, juste de la façon dont cela arrive quand personne ne prête attention aux fondamentaux. Trop de dettes, trop de frais généraux, trop de cadres embauchés par népotisme plutôt que par compétence. Mais le cœur de métier était solide, leurs installations de production à Saint-Étienne étaient bien tenues et leur main-d'œuvre qualifiée savait ce qu'elle faisait. Avec une structure de capital adéquate et une direction compétente, l'entreprise pourrait redevenir rentable. Le hic, c'était Charles-Henri. Chaque conversation renforçait mon impression qu'il voyait cet accord comme une faveur personnelle que nous lui faisions. Quand nous parlions de changement au conseil, il devenait défensif, quand nous suggérions d'amener des consultants extérieurs, il insistait sur le fait que son équipe actuelle pouvait gérer la situation. Mon associé Benoît a commencé à l'appeler « l'héritier » après notre 3e réunion. Ce type n'a jamais rien gagné de sa vie, il ne comprend pas pourquoi quelqu'un questionnerait son jugement, disait Benoît. Mais l'accord tenait la route malgré Charles-Henri, pas grâce à lui.
Nous avons structuré l'engagement à 1,7 milliard d'euros en tranches liées à des étapes opérationnelles précises et à des réformes de gouvernance. Le conseil ajouterait 2 administrateurs indépendants, ils embaucheraient un nouveau PDG reconnu pour ses redressements d'entreprise, et Charles-Henri se retirerait de la gestion quotidienne tout en restant président avec une autorité limitée. La clause d'intégrité était non négociable. Après l'épisode des aciéries du Nord, j'ai insisté sur une formulation qui nous donnait un droit de sortie immédiat si le comportement de la direction créait un risque réputationnel. Les avocats de Charles-Henri ont essayé de l'édulcorer 2 fois, et les 2 fois je leur ai dit de la rétablir telle quelle ou de trouver un autre investisseur. Le texte final était limpide, tout comportement documenté de la haute direction nuisant matériellement à l'image de marque de l'entreprise ou de sa nouvelle direction pendant les négociations permettait un retrait immédiat de l'engagement financier sans pénalité. Charles-Henri l'a signé sans la lire. Je le sais parce que je regardais ses yeux quand il a tourné cette page, il a passé peut-être 10 secondes à scanner 3 paragraphes de texte qui allaient finalement lui coûter sa carrière. Mais c'était le style de Charles-Henri, il avait l'habitude de signer des documents que d'autres avaient déjà décidés, habitué à ce que ses problèmes soient résolus par des avocats et des consultants pendant qu'il se concentrait sur le travail important d'être quelqu'un d'important. Le nouveau PDG qu'ils avaient choisi était Adrien Lefebvre, un spécialiste du redressement de 38 ans qui avait restructuré avec succès 2 groupes industriels au cours de la dernière décennie. Un bon parcours, de bonnes références, un instinct pour l'efficacité opérationnelle. Adrien avait l'air intense, un peu fatigué, comme quelqu'un qui avait passé des semaines à préparer ce moment. L'annonce de la transition était prévue pour un mardi matin de décembre. Une réunion plénière du conseil, une diffusion en direct pour les employés et les investisseurs, le tout soigneusement chorégraphié pour projeter la confiance. Ce mardi matin-là, je suis arrivé à la Défense à 8 heures. Décembre à Paris peut être gris, mais ce matin-là était clair et froid, le genre de matinée qui donne à la tour de verre d'Alliance Industrielle une allure de forteresse imprenable. Le hall d'entrée était tout ce qu'on attend d'un contractant de défense, du marbre, des logos en bronze et un bureau de sécurité qui ressemblait à celui d'un ministère. La réceptionniste, une femme élégante d'une 40aine d'années, m'a gratifié d'un sourire professionnel parfait. Bienvenue chez Alliance Industrielle, Monsieur Roche, quelqu'un du service des relations investisseurs va descendre pour vous escorter. L'escorte s'est avérée être un jeune homme nerveux nommé Thomas, dans un costume trop large pour lui, probablement un stagiaire ou un jeune diplômé chargé de faire le lien avec la communauté financière. Alors que nous montions vers l'étage de la direction, il essayait de faire la conversation, mais je voyais bien qu'il était ailleurs. Grosse journée aujourd'hui, ai-je dit pour tâter le terrain. Absolument, beaucoup de pression, mais tout est en place, a-t-il répondu trop vite. L'étage exécutif avait ce silence feutré propre aux endroits où circulent des sommes folles, avec des photos de dirigeants serrant la main de ministres le long des couloirs. Thomas m'a conduit devant plusieurs petites salles pour arriver à la grande salle du conseil au bout du couloir, des doubles portes vitrées derrière lesquelles je pouvais voir que tout était prêt pour un impact maximum, une longue table polie, des fauteuils en cuir et une vue panoramique sur Paris. On m'a demandé de vous confier ceci à votre arrivée, a dit Thomas en me tendant un bouquet imposant de lys blancs et d'eucalyptus destiné à la décoration pour les photos de l'annonce. J'ai pris les fleurs en notant l'ironie, l'entreprise avait spécifiquement demandé que Sim Capital sponsorise le rafraîchissement et la décoration en signe de partenariat, et maintenant, il me demandait de les porter comme si je faisais partie du personnel de service. Autre chose, ai-je demandé. On attend de vous que vous preniez le siège tout au bout, il n'y a pas de plaque nominative, mais c'est normal pour ce genre de session. À l'intérieur, les acteurs clés étaient déjà en place. Charles-Henri de Varenne trônait en bout de table, l'image même du président puissant dans son costume anthracite, ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Il discutait avec 2 membres du conseil sur ce ton bas et confiant des gens habitués à ce qu'on boive leurs paroles. Adrien Lefebvre, le futur PDG, était assis à mi-chemin, feuilletant son dossier. Ross Bernard, le directeur financier, était plongé dans ses chiffres à l'opposé de Charles-Henri. Ross était le genre de financier qui comprenait réellement les données, un homme méthodique d'une 50aine d'années dont le dossier était épais de documents de secours. L'équipe de communication s'installait au fond, ajustant les caméras pour le direct, une braquée sur Charles-Henri, une sur Adrien et un plan large pour les questions-réponses. Quand je suis entré avec le bouquet de lits, Charles-Henri a levé les yeux et m'a adressé le genre de regard qu'on lance à un maître d'hôtel arrivé à l'heure, sans impolitesse flagrante, mais en me classant clairement comme personnel de soutien. Il se détournait déjà avant que je ne sois totalement entré. Timing parfait, lança-t-il à la cantonade, pas à moi spécifiquement.
Posez ça sur le buffet et nous allons commencer. Je contournai la table pour m'approcher d'Adrien à la place. Il leva les yeux et, un instant, nos regards se croisèrent, je voyais qu'il comprenait les enjeux bien mieux que son président. Les fleurs me semblaient plus lourdes dans mon bras gauche alors que je les déplaçais pour tendre ma main droite vers Adrien. C'était censé être un simple geste d'accueil et de soutien, mais c'est devenu le moment qui a tout fait basculer. Bienvenue chez Alliance Industrielle, Adrien, je suis Marc-Antoine, dis-je clairement. C'est alors que Charles-Henri s'est tourné vers nous, a vu ma main tendue et a décidé de montrer à tout le monde qui avait sa place à cette table. Je ne serre pas la main au personnel subalterne, annonça Charles-Henri assez fort pour que chaque microphone dans la salle capte la moindre syllabe. Les mots restèrent suspendus comme un défi. La réaction fut immédiate, un membre du conseil à sa droite eut un petit ricanement, quelqu'un d'autre laissa échapper ce rire nerveux typique des gens qui savent que quelque chose ne va pas mais ne veulent pas être les premiers à le dire. Un technicien au fond cacha un sourire derrière son dossier. Adrien regarda ma main, puis Charles-Henri, puis ses notes comme s'il y cherchait un plan d'évasion, il ne fit pas un geste pour me serrer la main, ne corrigea pas son président, ne dit pas un mot, il fixa simplement son agenda en attendant que l'orage passe. Je ne baissai pas ma main immédiatement. Pendant peut-être 3 secondes, je la gardai tendue alors que le sourire de Charles-Henri vacillait légèrement, il semblait sincèrement agacé que je ne me sois pas excusé sur le champ pour m'éclipser discrètement. Ses yeux passèrent de ma main à mon visage, vérifiant si j'étais trop stupide pour comprendre la hiérarchie qu'il venait d'imposer au monde entier. « Je suis ici comme convenu », dis-je en gardant une voix assez calme pour que les micros enregistrent tout. « Alors restez là où on vous l'a dit », répliqua-t-il sans hésiter, « cette réunion est réservée aux dirigeants. » Quelqu'un murmura, embarrassant, assez fort pour que son voisin et l'équipement audio l'entendent. Le rire dans la salle s'amenuisa. Je baissai ma main selon mes propres termes, posai les fleurs sur la table à la limite de son champ de vision, puis je marchai vers le siège vide tout au bout de la table et je m'assis. Pas de plaque, pas de dossier d'accueil, aucune reconnaissance. C'était parfait, ils m'avaient rayé de leur scénario, ils allaient apprendre ce que cette décision coûtait. Commençons, dit Charles-Henri, se tournant vers l'écran. La première diapositive apparut avec le logo d'Alliance Industrielle et le titre « Transition de leadership et mise à jour de la structure du capital ». Charles-Henri se lança dans son discours avec une confiance rodée, parlant de partenariat stratégique et de valeur actionnariale, de grands mots qui ne disaient rien du travail réel. J'écoutais le rythme de sa voix et j'observais les autres autour de la table, les petits sourires quand il faisait une blague aux dépens de quelqu'un, l'atmosphère d'une pièce où l'opinion d'un seul homme comptait plus que tout. À la deuxième diapositive sur l'aperçu de la transaction, je décidai qu'il était temps de clarifier les choses. Avant d'aller plus loin, dis-je, coupant son élan, il y a quelque chose que vous devez savoir. Charles-Henri se tourna lentement vers moi. Nous ne prenons pas les commentaires du personnel logistique pendant cette session, dit-il avec un mépris dégoulinant, vous donnerez vos notes aux relations investisseurs plus tard. Je soutins son regard. Si vous refusez de me serrer la main, alors dès demain matin, 1,7 milliard d'euros ne feront plus partie de cet accord. Le silence qui suivit n'était pas un silence de cinéma, c'était un vrai silence où l'on entend la ventilation et le vibreur d'un téléphone. Personne ne bougeait. Seul le bourdonnement des caméras persistait. Puis un administrateur rit trop fort, d'un rire forcé. Très bien, restons professionnels, dit-il. Le sourire de Charles-Henri revint, plus mince. Asseyez-vous et épargnez-nous ce théâtre, le financement est géré au niveau approprié. Je suis le niveau approprié, répondis-je. Cela attira leur attention. Ross Bernard leva les yeux de ses dossiers avec l'expression de quelqu'un qui réalise qu'il a fait de mauvaises suppositions sur les rapports de force. Avant de continuer, nous devrions confirmer l'autorisation finale de la source de financement, dit Ross prudemment. Le service juridique a dit que nous avions besoin de la signature directe du contrôleur de capital. C'est en cours, aboya Charles-Henri. Du contrôleur de capital spécifiquement, corrigea Ross en me regardant. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Je consultai ma montre. C'est moi. Charles-Henri me fixa, me regardant réellement pour la première fois. Vous dites que vous contrôlez le financement? Je dis que je suis l'associé gérant de Sim Capital, seul autorisé à déployer ou à retirer l'intégralité de l'engagement. Un administrateur se pencha, de quelle autorité parlons-nous exactement? De toute l'autorité. Sim fournit la tranche principale, sans nous, les autres engagements tombent d'eux-mêmes. Ross hocha la tête,
confirmant ce que ces tableaux lui disaient. L'ambiance changea radicalement, les gens s'ajustaient sur leurs chaises, pianotant sur leur téléphone. C'est alors que Ross évoqua la clause. Il tapota une page de son dossier, il y a une disposition que nous devons reconnaître. Charles-Henri ne le regarda pas, nous avons tout passé en revue. La clause d'intégrité, insista Ross. L'énergie dans la salle vira à l'électrique. Les administrateurs cherchaient le passage qu'ils avaient ignoré. Que dit-elle exactement, demanda Adrien, participant enfin. Ross lut, tout comportement documenté de la haute direction nuisant matériellement à la réputation de l'entreprise permet un retrait immédiat du capital. Un autre membre ajouta, cela ne nécessite ni avertissement préalable, ni preuve d'intention, juste l'impact documenté. Charles-Henri fit un geste méprisant, langage standard, nous mettons ça partout. Elle a été spécifiquement révisée à la demande de Sim, murmura Ross. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Je me souciais du comportement, dis-je simplement. Charles-Henri ricana, c'est une distraction, personne ici ne s'est mal comporté. Un administrateur regarda la caméra dans le coin. Toute cette réunion est enregistrée pour la transparence, avait dit Charles-Henri plus tôt. Oui, acquiesçai-je, pour la transparence. Pendant la pause de 10 minutes qui suivit, je sortis téléphoner. Benoît décrocha. Oui, exécute le retrait. Le montant total, effet immédiat. Clause d'intégrité, documentation disponible. Compris, on lance la procédure. Quand je revins, il faisait semblant que rien n'avait changé. Charles-Henri parlait de croissance, mais les voyants rouges des caméras clignotaient toujours et les téléphones commençaient à vibrer tout autour de la table. Celui de Ross en premier, puis les autres, comme une onde de choc. Ross devint livide en lisant son écran, l'engagement principal a été retiré. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda un administrateur. Exécuté, confirmé, montant total. Charles-Henri se leva d'un bond, c'est impossible, nous avons des signatures. La clause le permet, vous avez créé les conditions devant la caméra, dis-je calmement. C'est inacceptable, vous allez annuler ça tout de suite. Il n'y a rien à annuler, c'est fait. Ce qui suivit ne fut pas spectaculaire comme au cinéma, les vrais conseils d'administration suivent des procédures. En moins de 2 heures, Charles-Henri de Varenne fut mis à pied de son poste de président. La nomination d'Adrien fut suspendue. Un comité de crise fut formé. L'après-midi même, la presse financière titrait « Alliance industrielle perd 1,7 milliard d'euros suite à un incident de gouvernance ». L'action chuta de 23% à la clôture. Une semaine plus tard, une journaliste m'appela « Les gens veulent comprendre pourquoi vous êtes parti ». Je répondis « Ils ont vu ce qui s'est passé, c'était enregistré. Le respect n'est pas quelque chose qu'on montre après la signature, c'est ce qui vous permet d'arriver à la table de signature.